Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qui est dédié à une interrogation sur la délégation des aides à la pierre. On va évoquer à la fois des éléments de bilan, mais aussi des éléments de perspective. On va laisser les participants se connecter encore une petite minute. Euh, et puis, on va pouvoir démarrer. On est donc ensemble jusqu'à midi euh, pour évoquer cette question avec Géraldine Chalancon, qui est directrice d'études à Espace Cité, qui est un bureau d'études qui nous accompagne depuis longtemps à Intercommunalité de France. Et puis, on aura également des retours d'expérience de la part de Clermont Auvergne Communauté avec Bertrand Butet, qui est responsable des politiques de l'habitat et du logement, et Le Grand Chalon, où nous sommes accompagnés par Elisabeth Vuitton, qui est donc l'élue en charge des questions d'habitat et d'urbanisme, et Nathalie Sivelli, qui est qui a la direction du service habitat du Grand Chalon. J'attends encore 2, 3 secondes et puis on va pouvoir démarrer. Il est 10h05. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir partir à l'heure. Alors peut-être en introduction quelques mots et puis je vous parlerai évidemment du déroulé. Pourquoi finalement se poser cette question de la délégation des aides à la pierre? Ça fait 20 ans que ce dispositif a été mis en place. Il a déclenché en 2005, au moment où il est apparu en quelque sorte un certain engouement de la part de collectivités qui étaient plutôt déjà bien engagées dans ces questions des politiques locales de l'habitat. Il a prospéré, on va le voir, hein, avec quelques résultats quantitatifs et qualitatifs. Il a fait l'objet d'évaluations assez sérieuses, en tout cas 2 évaluations assez sérieuses récentes, celle de la Cour des comptes et celle du CGEDD, qui ont apporté des éléments d'éclairage, de précision, des préconisations, des recommandations pour l'évolution de ce dispositif. On les partagera tout à l'heure. Et on s'est dit avec Géraldine, finalement, c'est peut-être intéressant, alors qu'on évoque en ce moment la question de la décentralisation des politiques de l'habitat, alors qu'on entend quand même pas mal de collectivités dire mais à quoi ça sert la délégation puisqu'il n'y a plus de crédit ou d'argent frais, on pourrait le dire comme ça, dans le cadre de ce dispositif. Qu'est-ce que ça a apporté au territoire dans un contexte où les programmes de construction sont à la baisse pour différentes raisons. D'ailleurs, on s'est dit c'est peut-être intéressant d'interroger des collectivités qui sont très engagées, de se reposer collectivement cette question de quel bilan, quels enjeux de la délégation des aides à la pierre 20 ans après. Donc, on vous propose le déroulé suivant. D'une part, de faire un premier point sur la délégation, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que c'était, quels étaient les enjeux, qu'est-ce que voulait faire le législateur et qu'est-ce qu'en ont fait les territoires. On regardera ensemble quelques éléments du rapport le plus récent, c'est-à-dire celui du CGEDD, qui fait, comme je le disais, des propositions. Et puis ensuite, assez vite, on se tournera vers les 2 territoires qui ont la gentillesse de témoigner aujourd'hui pour voir collectivement comment on peut aller plus loin peut-être avec la délégation des aides à la pierre dans un cadre de décentralisation, pourquoi pas, des politiques de l'habitat. Je passe tout de suite la parole à Géraldine Chalancon pour revenir sur la DAP, la délégation des aides à la pierre, le cadre, les intérêts, les grands enjeux. Bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, je vais revenir sur le cadre dans lequel s'inscrit la délégation des aides à la pierre. Alors, pour certains d'entre vous, vous le connaissez très bien puisque vous êtes déjà délégataire. Pour d'autres, justement, vous ne l'êtes pas ou pas encore. Donc, l'idée, hein, c'est de reposer le cadre sans rentrer dans tous les détails techniques non plus. Donc, comme le disait Claire à l'instant, cette disposition, cette possibilité de devenir délégataire des aides à la pierre a été introduite par la loi en 2004 dans la loi Liberté et Responsabilité locale. Ensuite, elle a fait l'évolution de elle a fait l'objet de différentes évolutions au travers des lois ALUR, NOTRe et MAPTAM en particulier.
Aujourd'hui, donc, le cadre juridique s'inscrit principalement dans le Code de la construction et de l'habitation, hein, l'article 301-5-1. Donc, cet article prévoit que la délégation des aides à la pierre est ouverte aux intercommunalités disposant d'un PLH exécutoire. C'est la condition pour pouvoir demander à être délégataire. C'est aussi une disposition qui est ouverte au département, alors pour le coup sans condition de cette nature à ce stade. Et cette délégation s'inscrit dans le cadre d'une convention qui est signée entre le délégataire, donc la collectivité locale, et les services de l'État pour une durée de 6 ans. On peut s'inscrire dans deux types de conventions, enfin en tout cas on pouvait plutôt, soit la collectivité assure la gestion des aides à la pierre, donc des aides déléguées par l'État, avec la mise à disposition des services de l'État pour instruire les dossiers, soit, donc c'est ce qu'on appelle le type 2, soit on s'inscrit dans une délégation de type 3, et dans ce cas-là, on peut à la fois gérer, mais il faut également instruire les dossiers en tant que collectivité. Et donc aujourd'hui, pourquoi j'évoque au passé, c'est que depuis une circulaire de 2019, l'État souhaite aller progressivement uniquement vers des délégations de type 3. Donc pour les territoires qui souhaitent devenir délégataires, ils doivent à la fois assurer la gestion, mais aussi l'instruction des dossiers. Et pour les territoires qui étaient déjà les délégataires, lors du renouvellement, il s'agit de fixer un calendrier pour s'inscrire dans cette nouvelle modalité de délégation des aides à la pierre. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre des témoignages des deux territoires tout à l'heure. Donc, que couvre la délégation des aides à la pierre? Il couvre d'une part les aides à la pierre sur le parc social. Donc, les aides de l'État aujourd'hui sur le parc social sont dans ce qu'on appelle le FNAP, hein, le Fonds national des aides à la pierre, mais aussi les délégataires sont ceux qui vont gérer les aides du plan de relance pour la rénovation thermique. Les délégataires sur le parc social vont aussi agréer les logements en PSLA. Ils agréent les logements intermédiaires, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'agrément. Donc, c'est uniquement une information. Sur le parc privé, et donc là, les délégataires gèrent les aides de l'ANA qui sont gérées au niveau local. Mais aussi, c'est le délégataire qui va établir le programme d'action territoriale, qui va également co-signer les conventions de dispositifs ANA et qui va également s'occuper des conventionnements avec les propriétaires bailleurs. Donc, sur ces aides pour lesquelles dont il va assurer la gestion, le délégataire peut aussi adapter dans un cadre qui est fixé de manière réglementaire et qui est assez strict, mais il a néanmoins des capacités de moduler ces aides. Sur le parc social notamment, c'est lui qui va fixer les marges locales des loyers. Et sur le parc privé, il peut aussi adapter les taux des aides. Mais sur les deux volets, un parc social comme parc privé, la capacité à moduler les aides n'impacte pas l'enveloppe. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'enveloppe qui lui est octroyée au niveau régional par l'ADREAL. Par ailleurs, il peut aussi y avoir d'autres délégations de compétences complémentaires aux aides à la pierre. Aujourd'hui, on va parler plus strictement des aides à la pierre. Donc, pour demander la délégation, il faut s'adresser au préfet qui a 3 mois pour répondre et en cas d'accord, donc la convention est établie pour 6 ans, elle peut être renouvelée une fois et cette prorogation peut être également renouvelée une fois. C'est une délégation qui peut aussi être dénoncée par le préfet en cours de délégation ou également au moment de son renouvellement, puisqu'il est bien prévu une évaluation en fin de convention pour justement travailler sur les conditions de son renouvellement. Il y a également d'ailleurs une évaluation à mi-parcours. Et donc l'évaluation cherche à voir si les objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été atteints, les engagements pris ont été respectés. Et puis chaque année, il y a également un avenant annuel qui vient notamment définir les autorisations d'engagement pour l'année et les éventuelles adaptations de cette convention. On aura certainement l'occasion d'y revenir également. Pour finir, la délégation de compétences, ce n'est pas un transfert de compétences, et ça c'est important à avoir en tête, notamment parce que les aides à la pierre qui sont déléguées par l'État, elles doivent être mises en œuvre dans le respect du cadre réglementaire, mais aussi des orientations de l'État, donc aussi bien sur le parc social que sur le parc privé. Donc il s'agit de concilier les politiques locales avec ces orientations. Donc, notamment sur le parc social, je vais citer quelques points d'attention, mais le délégataire doit s'assurer
de faire en sorte que sa gestion des aides à la pierre va permettre au mieux aux collectivités, aux communes qui sont déficitaires au titre de la loi SRU, d'atteindre les objectifs fixés avec l'État dans ce cadre-là. Il y a aussi une priorité qui est donnée aux acquisitions améliorations qui doit aussi être portée par les délégataires ou la prise en compte des produits spécifiques ou les priorités annuelles de l'ANA sur le parc privé. Et le second point important, donc, outre le fait qu'il s'agit de prendre en compte les orientations de l'État, la délégation n'étant pas un transfert de compétences, il n'y a pas de transfert de moyens pour gérer ces aides et instruire les aides lorsqu'on est en délégataire de type 3. Donc ça, c'est une différence importante par rapport à un transfert. Et donc, c'est un enjeu pour les territoires qui sont délégataires de mettre en place des moyens pour assurer la gestion des aides et leur instruction, notamment dans un contexte de passage en délégation de type 3 avec la prise en main de l'instruction par les collectivités locales. Donc aujourd'hui, on a 115 territoires qui sont délégataires des aides à la pierre, donc 85 EPCI. Donc on voit que les intercommunalités sont le niveau important pour assurer cette délégation des aides à la pierre. On a aussi 29 départements, donc c'est un peu presque un tiers des départements qui ont également demandé la délégation des aides à la pierre. Ce qu'on peut noter s'agissant des intercommunalités, c'est que 19 métropoles sur les 22 sont aujourd'hui des délégataires des aides à la pierre. Et on voit aussi que ce sont les territoires où il y a une production de logement social importante qui ont demandé cette délégation, puisque l'ensemble des délégataires en 2022, dans le cadre du rapport justement fait par l'IGEDD qui a été mentionné par Claire, la moitié de la production de logement locatif social était assurée par des délégataires. Le dernier deux points sur cette carte que vous voyez à l'écran, ce qu'on peut constater, donc d'une part, vous avez des couleurs en fonction du type de délégation. Je voudrais préciser que ce n'est pas complètement à jour, c'est la dernière carte mise à disposition par l'État, parce que les territoires qui sont encore en bleu, délégation de type 2, progressivement deviennent soit ce qu'on appelle mixte, à savoir entre le type 2 et le type 3. Ça veut dire, par exemple, qu'ils vont assurer l'instruction sur le parc social, mais pas encore sur le parc privé. Certains sont déjà passés dans un type de délégation mixte et n'ont pas encore changé de couleur sur cette carte, si je puis dire. L'autre point, ce qu'on voit, c'est qu'on a des territoires où on a uniquement une ou quelques intercommunalités, si on regarde les départements qui sont délégataires des aides à la pierre, le reste du territoire étant géré par les DDT au niveau local. Ensuite, on a des départements qui sont complètement délégataires sur l'ensemble de leur territoire. Ce sont notamment des départements souvent qui vont être plus ruraux. Et puis, on a des départements où on a des EPCI délégataires sur leur territoire et le département sur le reste du territoire. Il faut savoir que lorsqu'un EPCI demande à être délégataire, même si le département était déjà délégataire, du coup, cette partie du territoire va être retirée de la délégation du département. Et si le département prend la délégation, il ne le prend que sur le territoire non couvert déjà par une délégation. Donc voilà pour cette carte. Pour finir, sur pourquoi ça peut être intéressant pour une intercommunalité de demander la délégation. Alors, on y reviendra au travers des exemples, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la délégation des aides à la pierre, pour les intercommunalités, c'est vraiment un outil de mise en œuvre de leur PLH. Et d'ailleurs, souvent, les calendriers sont articulés pour vraiment permettre que les objectifs de la Convention soient les mêmes que ceux prévus dans le PLH. C'est la possibilité de renforcer le partenariat avec les acteurs locaux et de contribuer à ce positionnement de l'intercommunalité en tant que pilote, mais aussi animateur de la politique locale de l'habitat. C'est la possibilité d'adapter les aides, alors dans certaines limites que j'ai évoquées, qui sont fixées par l'État et également le respect des orientations de l'État. La délégation permet aussi d'articuler les aides locales et les aides de l'État, puisqu'en général, il y a toujours des aides locales qui vont être liées ou en tout cas articulées avec les aides de l'État. C'est aussi finalement un moyen pour optimiser la gestion de ces aides et par exemple, lorsque l'instruction est assurée au même niveau, ça permet pour les bailleurs sociaux de s'adresser à un seul interlocuteur sur l'ensemble de leur dossier. Et puis pour un territoire, ça lui permet aussi d'avoir plus de visibilité sur les aides de l'État qui vont être déployées sur son territoire.
Ensuite, en termes d'enjeux et peut-être de limites, ou en tout cas de points de questionnement sur lesquels on aura l'occasion certainement de revenir, il y a la question des marges de manœuvre des délégataires qui a pu être limitée ou en tout cas questionnée avec le financement du logement locatif social qui est passé au forfait récemment. Le fait que ma prime rénov, donc dans le cadre des aides de l'ANA, est gérée au niveau national. Donc, ça, c'est un point qui a été pas mal questionné par les délégataires. Il faudra voir avec l'évolution des aides de l'ANA aujourd'hui ce qui se passe dans les mois et les années à venir. Et puis sur le parc privé, toujours, la question de la modulation des loyers sur le conventionnement dans le parc privé a été supprimée de fait par la mise en place du dispositif Loc-Avantage, alors que certains territoires avaient cherché à articuler au mieux avec leur loyer et la connaissance des loyers qu'ils pouvaient avoir au niveau local, et puis également avec leur politique locale. En termes d'enjeux, on peut également souligner cette question des moyens pour assurer la délégation et de l'organisation à mettre en place, notamment avec la nécessité de devoir assurer l'instruction. Donc, c'est pour les territoires qui passent en type 3, c'est un enjeu de formation, de mise en place d'une équipe, d'intégration de cette équipe dans l'ensemble de l'équipe, une prise en main de logiciels, de définition de modalités de contrôle, puisque c'est un point aussi important dans la délégation. Et puis, sur le parc social également, je ne l'ai pas évoqué, mais le délégataire va aussi gérer les conventions APL, puisque les deux sont liés. Et puis enfin, il y a un enjeu à bien trouver la bonne articulation avec les services de l'État, donc qui sont dans un rôle d'accompagnement, et notamment au moment de ce passage en type 3 et de prise en main de l'instruction. Mais ce qu'on peut aussi constater, c'est que sur les territoires qui n'ont plus de délégation, d'instruction par les services de l'État, puisque l'ensemble du territoire est délégué, on a progressivement aussi plus de personnes qui elles-mêmes assurent l'instruction. Donc, ça peut être une question qui se pose. Et puis enfin, il y a aussi un enjeu de bien mettre en place un bon système de reporting, de dialogue et de partenariat pour assurer le suivi de la délégation dans la durée. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir sur ces enjeux. Je vais laisser la parole à Claire Delpech pour présenter quelques éléments de conclusion du rapport de l'IGEDD de 2023. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette présentation factuelle de ce qu'est la délégation des aides à la pierre aujourd'hui. Effectivement, pour répondre à Ophélie Guinard d'Orléans, comme le disait Géraldine, la carte qui est présentée est pas tout à fait à jour. Ça fait le lien avec la partie qui suit sur le rapport de l'IGEDD. En fait, les évaluations sur ce dispositif ont été assez tardives. Je disais en introduction, il y a eu celle de la Cour des comptes qui était quand même très favorable à cette délégation des aides à la pierre et qui avait montré dans son rapport, qui doit dater, je pense, de 2018-2019, combien la délégation des aides à la pierre avait permis à des territoires urbains, mais pas que des territoires urbains, à mettre le pied à l'étrier, en quelque sorte, sur les politiques de l'habitat et avait servi véritablement de booster pour faire avancer ces territoires dans leur engagement en faveur des politiques de l'habitat. C'est vrai qu'au début de la délégation, dans les années 2005, il y a eu une forme d'engouement. Aujourd'hui, on a 115 conventions de délégation, 85 EPCI et 29 conseils départementaux. Il y a eu quelques éléments d'aller-retour du côté des départements, parce que c'est vrai que pour eux, c'était un peu compliqué dans la mesure où ils venaient en second rang. C'est-à-dire que dès lors qu'une intercommunalité prenait la délégation sur leur territoire, eh bien, il fallait qu'ils retirent ce territoire de leur propre délégation. Donc, parfois, il leur restait effectivement pas grand-chose. Ce qui est un peu moins vrai sur les territoires ruraux, sur les départements ruraux, où là, ils avaient une capacité peut-être à agir qui était plus importante. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que très rapidement, sur les 85 PCI délégataires qu'on a aujourd'hui, plus de la moitié sont devenus délégataires 2 ou 3 ans après la mise en place de ce dispositif. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait, je le disais tout à l'heure, de l'argent frais. Il y avait encore des subventions assez intéressantes, notamment PLAI, PLS, et puis, enfin PLAI+, pardon, et puis un petit peu sur le PLS. Et puis, plus sporadiquement, les intercommunalités se sont engagées dans la délégation des aides à la pierre.
Ce que ne dit pas la carte, c'est alors effectivement, elle est pas à jour. Ce que ne dit pas la carte, c'est que bien évidemment, s'engager dans la délégation des aides à la pierre a surtout été vu par le législateur du point de vue du parc social. C'était ça son ambition, c'était faire avancer la programmation et la production de logements sociaux. Et puis le côté parc privé a été raccroché un peu par défaut et on a assez vite senti qu'il y avait une forme de réticence, je le dis de façon très peut-être un peu caricatural, mais qu'il y avait une hésitation, en tout cas, de la part de l'ANA à laisser la main des territoires sur l'ensemble des dispositifs, sur leurs outils informatiques, qui d'ailleurs fonctionnaient pas toujours de façon extrêmement fluide, et que l'enjeu dans les premières heures de la délégation, donc dans les années 2005-2010, c'était faire avancer la programmation du logement social sur le territoire et que le parc privé était en quelque sorte une forme de pièce rapportée. Et c'est encore cette interrogation sur la production du logement social qui a suscité la rédaction du rapport du CGEDD, enfin de l'IGEDD, pardon, qui est un rapport qui a été commandé par la ministre du Logement, justement faisant le constat qu'il y avait une forme de ralentissement de la production de logement social et en se posant la question, mais finalement, qu'est-ce qui se passe du côté des délégataires? Est-ce que la délégation, c'est le bon outil ou est-ce qu'il y a quelque chose qui freine dans le cadre de cette délégation pour avancer sur la production du logement social? D'où ce rapport de l'IGSDD qui est moins favorable et plus technique, on va dire, que ne l'était celui de la Cour des comptes, qui a travaillé à partir de 12 délégataires, donc 8 métropoles, la ville de Paris en tant que ville spécifique, en tout cas, ville-département spécifique, et 3 conseils départementaux. Ce que le rapport de l'IGEDD constate, c'est que finalement, la baisse de la production qu'on enregistre à partir des années 2021-2022, puis qui est maintenant quelque chose de tout à fait dans la plupart des médias, hein, et qui se traduit en crise de la construction, crise du logement, et très, très ouvertement, euh, et pas tant lié à la délégation, mais plutôt lié, et franchement, on s'en doutait peut-être un petit peu avant, en tout cas, c'est pas caractéristique c'est pas révélatrice ou révélateur ou caractéristique des territoires en délégation, ça touche l'ensemble du territoire national et c'est lié à des difficultés principalement portant sur, pour les territoires en tension, une hausse très forte des coûts de la construction et des difficultés d'accès au foncier. Dans ces éléments de synthèse, hein, les rapporteurs notent que le prix de revient des logements sociaux a progressé entre 2017 et 2021, est passé de 11 à 15%, hein, donc une très forte progression du coût de production du logement social. Donc les territoires en délégation ne sont pas forcément pointés. Ce qui peut être ce que pointent en revanche les inspecteurs qui ont réalisé ce rapport, c'est que la délégation des aides à la pierre s'est un peu figée et notamment s'est trouvé bloqué sur des allers-retours administratifs, sur un regard un peu tatillon de l'État, et que ça pourrait faire l'objet de points d'amélioration pour mieux mettre en synergie des politiques locales et des politiques nationales et être plus fluide dans les relations entre l'État et les délégataires. En tout cas, le rapport conclut bien sur une réelle efficacité de la délégation
Et je crois qu'il y a un point qu'il faut véritablement pointer, relever, c'est que la délégation a positionné les intercommunalités délégataires comme chef d'orchestre, chef de file de ces politiques, leur a permis de prendre la main sur la programmation et d'organiser depuis leur propre stratégie les politiques patrimoniales, c'est-à-dire les politiques de relation avec les opérateurs que sont les bailleurs HLM. Et ça, c'est un point essentiel. Je pense qu'à la fois Clermont et Châlons qui vont témoigner euh, dans ce webinaire vont pouvoir expliquer en quoi ça les met en position de chef d'orchestre et de chef de file en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est vraiment mettre en synergie les politiques nationales et les politiques locales. C'est un effet très fort de la délégation. Alors après, le rapport du IGEDD évoque la nécessité de renforcer le pilotage stratégique. On peut ne pas forcément être d'accord avec leur point de conclusion. On sent que l'État souhaiterait finalement faire des délégataires un peu du gouvernement à distance en fonction de ses propres objectifs de production. Dès lors qu'on est délégataire, on a quand même la possibilité, alors dans le cadre d'une négociation au sein des CRHH, mais en tout cas de faire valoir ses priorités territoriales sur la localisation des fonciers à libérer, le type de logement à produire, en nombre de pièces et en famille destinataire en quelque sorte, et puis le type de programmation selon qu'on est sur du PLAI, du plus, voire du PLS pour certains. Parmi les recommandations qui ont été, et on peut faire peut-être avancer la slide, voilà, parmi les recommandations qui ont été avancées ou les argumentaires qui ont été avancés par l'IGEDD sur est-ce qu'il faut arrêter la délégation ou est-ce qu'au contraire il faut l'améliorer, la renforcer. À Intercommunalité de France, nous, on avait évoqué la question d'une délégation élargie en s'appuyant sur les autorités organisatrices de l'habitat, qui sont bien ces collectivités qui ont tout de suite eu en quelque sorte l'intelligence à la fois de s'appuyer sur la délégation et puis de rentrer dans ce nouveau dispositif. L'IGDD se place vraiment du point de vue de l'État où il souhaite renforcer des contrôles, regarder les délégataires comme étant au service d'une politique nationale. On peut, je crois, apporter peut-être quelques modérations sur cet aspect, donner plus de fluidité sur les échanges au travers de ce logiciel, notamment sur les attributions. Hein, ouvrir la délégation à l'ensemble des crédits, notamment sur la fongibilité des aides en matière de parc privé. Hein, Intercommunalité de France demande à ce que, dans le cadre de l'AOH et des perspectives d'une plus large décentralisation, si elle est toujours à l'agenda politique, on puisse avoir une délégation qui porte sur l'ensemble des outils sur le parc privé, les délégataires ayant fait la preuve qu'ils étaient en mesure de gérer l'ensemble de ces dispositifs et vraisemblablement donner aux délégataires plus de moyens puisque la délégation de type 3 s'impose maintenant à l'ensemble des délégataires, on pourrait considérer logique que l'ensemble des moyens humains qui sont mobilisés dans le cadre des directions déconcentrées de l'État puissent être mis à disposition, et pour l'instant, on n'en est malheureusement pas là, mais puis être mis à disposition des délégataires pour gérer une délégation élargie dans le cadre d'un approfondissement
de la décentralisation. Alors, je vais maintenant peut-être passer la parole à nos deux collectivités, retour d'expérience, en quelque sorte, à nos deux témoignages, en leur demandant peut-être de faire un témoignage alternatif en deux temps. D'abord, nous les ramener un petit peu en arrière en leur demandant pourquoi finalement elles ont choisi de s'engager, je crois, assez tôt, et l'une et l'autre, dans ce dispositif de la délégation des aides à la pierre. Qu'est-ce qui les a motivées? Qu'est-ce qu'elles y voyaient comme intérêt? Quel bilan elles peuvent en faire aujourd'hui sur l'avancement de leur politique locale de l'habitat et de la situation de l'habitat et de la réponse à la demande de logement dans leur territoire. On prendra quelques questions, bien évidemment, des participants. Et puis ensuite, on regardera peut-être plus vers l'avenir pour voir comment on peut faire évoluer cette délégation. Qu'est-ce qu'il faudrait y mettre ou peut-être enlever? Et comment est-ce qu'il faudrait mieux la gérer, mieux la positionner pour sortir peut-être d'un gouvernement à distance et d'être sur un véritable acte de décentralisation. Alors, je crois que c'est clairement, c'est le Grand Chalon, c'est parfait. Alors, on Oui, donne la bonjour. parole au Grand Chalon. Allez-y, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, donc, enfin, quelques chiffres pour commencer, peut-être pour resituer et pour informer sur notre territoire. Donc, le Grand Chalon, c'est 51 communes, 117 000 habitants, dont à peu près 45 000 habitants sur une ville-centre. Nous avons environ 51 résidences principales et à peu près la moitié ont été construites avant 1970. Ce sont également 10 000 logements sociaux qui sont répartis sur 5 bailleurs et plus de 70% des logements sont concentrés sur la ville-centre. Donc ça vous donne un petit peu une idée de notre territoire. Notre première convention, donc nous sommes délégataires des aides à la pierre de type 3, mais nous avons commencé de conventionner donc en 2006, donc nous sommes plutôt précurseurs en la matière. Et depuis 2021, donc nous avons donc renforcé donc notre délégation puisque nous sommes passés à une délégation de type 3. Donc, ce qui change bien évidemment sur ces différents échelons délégataires, c'est le fait d'instruire et d'aller de l'instruction jusqu'au paiement donc des aides à la pierre pour le parc privé et public. Donc, la plus-value en tout cas, nous y voyons aujourd'hui, ça permet vraiment à l'EPCI d'être au pilotage de la politique habitat. Et ça, c'est, je pense, un point assez important et pour les EPCI, parce que ça nous permet d'avoir une vision globale à l'échelle de l'ensemble de nos communes qui constituent cette EPCI. Mais aussi, ça nous permet d'être un interlocuteur incontournable au niveau de l'État, mais aussi des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sur le territoire sans que nous en soyons informés ou que nous l'ayons en tout cas réfléchi ensemble et validé. La question aussi de la programmation, donc la construction sur la construction de logements sociaux, mais également donc en lien avec les communes, c'est-à-dire que toutes les constructions doivent passer quand même par l'échelle d'information, de validation. Et nous, en tout cas, le Grand Chalon, nous sommes très soucieux et respectueux de nos communes. Et bien évidemment que l'on accompagne les projets en fonction des décisions des maires des communes. Mais également la question des objectifs. Les objectifs sont également construits de manière très locale et donc pour qu'on puisse attribuer les enveloppes financières en face sur les projets de démolition, de réhabilitation. Voilà, c'est vraiment une vision globale et un outil de pilotage. L'idée également, c'est que le renouvellement de la convention donc, nous a permis d'avoir une lecture un peu plus fine dans différents champs de l'habitat, mais aussi de mener des programmes un peu expérimentaux. Notamment, nous avons comme par exemple mené 2 opérations en direction des copropriétés, mais également des lotissements pilotes. Donc,
Bien évidemment que cette délégation des aides à la pierre, en contrepartie, ça nécessite aux EPCI de s'outiller, mais aussi de monter en compétences et en RH pour pouvoir mener à bien l'ensemble de la chaîne décisionnelle en lien avec les aides à la pierre, parce que ça nécessite un suivi administratif très important, la co-rédaction de conventions, d'avenants, de clôture, des avenants d'objectifs annuels, la rédaction de programmes d'action territoriale, le suivi des objectifs opérationnels, le suivi financier qui est pas mince. Parce que l'idée, c'est, on a une enveloppe qui est attribuée, et l'idée, c'est de la reconstituer au fil de l'eau également, mais également la tenue de commissions locales d'amélioration de l'habitat. Et aussi, donc, ça demande de mettre en face des moyens humains, mais des moyens humains qui ont ce niveau d'expertise très, très important, parce que malheureusement, la politique habitat, c'est une politique qui est hyper complexe et qui est évolutive et pour laquelle il est nécessaire d'être très au fait, en fait. Donc, ça a nécessité de dimensionner aussi le service habitat en face. Bien évidemment, l'État n'a pas mis à disposition des moyens humains pour cela. Nous a accompagnés pour monter en compétences, mais en tout cas, ne nous a pas mis des moyens. Donc, la délégation des aides à la pierre également, elle nécessite un contrôle. Donc, il faut aussi pouvoir, derrière, apporter le contrôle dans l'attribution de cette politique. Donc, ça, c'est des compétences et des ajustements qui sont nécessaires d'avoir et qui ne sont pas si évidents parce que c'est très technique et très chronophage en matière de services. Donc, la délégation des aides à la pierre, ça a été aussi une étape indispensable pour le Grand Chalon, puisque nous sommes depuis quelques mois maintenant autorité organisatrice de l'habitat, et ça faisait partie des cases à cocher, avec également un PLH exécutoire, un PLUI, une délégation de type 3 et également une convention intercommunale d'attribution. Donc, autant de documents, d'étapes indispensables, mais qui contribuent à donner aux EPCI, en tout cas, un rôle majeur en matière de politique habitat et de pouvoir organiser l'habitat sur son territoire. Voilà ce que je peux en dire. Bien évidemment qu'on a des autorités au-dessus de nous, comme vous le disiez, le CRHH, qui aujourd'hui nous semble être une instance très descendante, qui possède peu de latitude pour pouvoir impulser, en tout cas pour nous accompagner de manière très opérationnelle, en lien avec la DDT, bien sûr, mais parfois une DDT un peu raide aussi, sur des projets. Et parfois un décalage en lien avec les territoires. Nous, globalement, à l'échelle de notre PCI, en termes de logements sociaux, nous ne sommes pas du tout déficitaires, mais il y a quelques communes qui le sont, des communes pour lesquelles parfois il y a déjà de la vacance, mais pour autant qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Et parfois, il y a des décisions très descendantes et très arbitraires qui peuvent s'imposer, alors que parallèlement à cela, sur la ville-centre, on va être bien au-dessus des quotas et ça ne se compense pas. Je crois que je vais laisser la parole, je pense, à l'autre, peut-être le PCI. Merci beaucoup, Madame Vitton. Alors, on a quelques soucis de vidéo, c'est-à-dire que finalement, malheureusement, on ne vous voit pas, mais on voit une très belle, on voit une très belle diapo. Il n'y a pas je le dis pour les participants, il n'y a pas de slide qui circule. Il y a juste un petit problème de connexion avec l'image, mais c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on vous entende. Je trouve que votre témoignage est très intéressant parce qu'on a quand même l'impression que cette délégation des aides à la pierre, elle vous a aussi amené
à structurer d'une certaine façon votre politique, tant sur le plan stratégique que sur le plan finalement organisationnel. Euh, vous nous direz peut-être comment s'organise le service, combien d'agents maintenant sont mobilisés sur cette thématique. Je sais qu'à Chalon, vous êtes très en avance sur le parc privé. Euh, euh, Comment est-ce que sont organisés les outils? Voilà. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, là, je ne peux peut-être pas aller dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais comme vous le disiez, enfin, le fait d'être délégataire des aides à la pierre, ça a permis au Grand Chalon également de construire une stratégie politique, hein, pour soutenir des grands objectifs, puisque d'une part, nous attribuons donc des aides à la pierre, mais d'autre part, nous avons un règlement financier d'intervention qui est propre au Grand Chalon, qui vient soutenir ce dispositif, voire qui vient accompagner sur l'habitat privé et public également des projets. Donc, vous le disiez très bien, c'est que ça permet d'avoir cette vision d'ensemble et du coup d'affiner notre stratégie politique en matière d'habitat. Aujourd'hui, nous avons 2 agents qui sont affectés à temps plein sur la gestion administrative, hein, l'instruction des dossiers, mais également tout ce qui est le conseil. euh, et avec, bien évidemment, on a d'autres services du Grand Chalon qui sont en appui sur cette thématique. Peut-être pour redire que nous avons aussi fait le choix politique nous avons un guichet unique qui s'appelle l'espace Habitat Conseil. Dans cet espace Habitat Conseil, l'ensemble des politiques habitat y sont réunis en matière de conseil, mais également, donc, nous sommes un espace France Rénov', et donc nous avons également des conseillers CAUE, ADIL à nos côtés. Donc, du coup, on arrive à réunir sur un même point des experts, hein, en matière d'habitat. Et donc, du coup, ça permet aussi d'être plus lisible sur un territoire et d'avoir ce guichet unique en matière d'habitat. Entendez, je ne sais pas. Vous avez repris peut-être la... Voilà. Merci beaucoup, Madame Vitton. Alors, peut-être passer la parole maintenant à Clermont, pardon, à la métropole de Clermont. À la fois, cher Bertrand, pour que vous puissiez nous dire finalement quelles étaient les motivations, comment acheminer cette délégation. Il y avait un enjeu fort, je crois, du côté du parc social. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et puis les questions que vous êtes posées au moment du passage en type 3. Voilà, l'organisation aussi de votre service habitat, les moyens humains et financiers engagés. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et toutes. Donc Bertrand Butem, donc directeur habitat et politique de la ville à Clermont-Auvergne Métropole. Alors un très rapide descriptif de notre métropole. Donc 21 communes, environ 300 000 habitants, dont la moitié sur la ville-centre qui est Clermont-Ferrand. Nous avons un parc de 34 000 logements sociaux avec 4 principaux bailleurs. Donc, pas beaucoup de bailleurs. C'est confortable pour travailler avec eux. Et la majorité du parc, quand même, situé sur la ville-centre, lié un peu aussi à l'historique. Au dernier moment. Des constructions, excusez-moi. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une dimension très logement social, plus parc public que parc privé sur ce territoire. Il y a eu un ancien maire de Clermont-Ferrand, Roger Quillot, qui a été ministre du logement et de l'urbanisme sous l'ère Mitterrand. Et c'est vrai que ça a apporté cette dynamique-là locale et la construction de beaucoup de logements sur cette période-là. Voilà, et donc au niveau de l'intercommunalité, depuis 2002, il y a une politique active sur le logement et très vite, en tout cas dès 2005, il y a eu la volonté politique de prendre cet outil de la délégation des aides à la pierre, donc avec une convention de 6 ans qui a été prorogée
de 2 années supplémentaires de manière à pouvoir renouveler une nouvelle fois donc cette convention sur la durée de notre nouveau programme local de l'habitat, puisque on en est à la troisième génération de PLH et c'est la première fois qu'on a un PLH sous l'égide d'une métropole, puisqu'on est une jeune métropole depuis 2018. Et donc, on a un PLH 2023-2028 et on a signé donc au même moment la nouvelle convention de délégation des aides à la pierre sur cette même période, puisque pour nous, la délégation, en tout cas nous, au niveau politique et technique, la délégation, c'est un outil d'accompagnement du PLH. Voilà, ni plus ni moins, c'est un outil de mise en œuvre qui apporte effectivement qui conforte une posture de chef de file, de pilote. Donc, et à ce titre-là, donc c'est intéressant. Alors, bien évidemment, comme d'autres collectivités avant nous, on n'était pas type 3 depuis 2005, on était délégataire de type 2, donc ça veut dire que c'est les services de l'État qui assuraient les instructions et nous qui validions les agréments de financement ou autres, les décisions. Ça crée une forme de lourdeur aussi un peu administrative, des allers-retours, une complexité, donc ça c'est vrai, ça existe. Mais bon, c'était compensé parce que je vous ai expliqué le fait d'être sur une posture de pilote, ce qui nous allait bien aussi, puisque une politique de l'habitat, c'est comment dire, c'est un des outils d'une politique d'aménagement du territoire avec le transport, l'économie, le reste, et aussi une entrée un peu sociale malgré tout, parce que il faut un logement pour vivre sa vie et c'est essentiel. Donc voilà, c'est à l'interface de plusieurs champs de segments d'intervention de politique. Voilà. Alors, la difficulté pour nous, c'est qu'il a fallu estimer ce que voulait dire un passage en type 3 et donc une intégration, pas une intégration, un recrutement de nouveaux ETP, pas forcément des collègues des services de la DDT, ça pouvait, mais ce n'était pas une obligation. Et on s'est rapproché des services de l'État. On a estimé que, bon an, mal an, c'était 4 ETP sur le parc public et 2 ETP sur le parc privé, donc 6 ETP, mais sans transfert de ressources de la part de l'État. Et c'est ça qui a été complexe, c'est qu'en fait, il y a eu un large temps de réflexion pour peser le pour et le contre, puisque recruter 6 ETP, en tout cas à Clermont-Ferrand Métropole, c'était quand même important en termes de ressources financières mobilisées sans 1 euro de compensation de l'État. C'était pas évident parce qu'en plus, en parallèle, les élus ont des ambitions aussi du fait du passage en métropole. Il y a des travaux d'envergure qui sont en cours. Il y a tout un projet Inspire où il y a une refonte des réseaux de transport urbain, la création de 2 bus à haut niveau de service, il y a une extension d'un stade de foot, il y a la création d'une grande bibliothèque à Clermont-Centre, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est des politiques qui coûtent cher. Et dans les faits, pour générer de l'investissement, il faut maîtriser le fonctionnement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que sortir du chapeau 6 postes alors que la tendance était plutôt serrer la ceinture pour faire des économies de fonctionnement, c'était pas non plus facile pour les élus et donc de fait ils ont quand même accepté de faire ça, mais de manière progressive, c'est-à-dire dans nos échanges avec les services de l'État, on nous a effectivement indiqué qu'il y avait la possibilité, puisqu'on était déjà délégataire précédemment, d'avoir un basculement progressif sur le passage en type 3 et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire qu'on a renouvelé à partir de 2023, sauf que le passage en type 3 du parc public, on le met en œuvre cette année, en 2024, et pour le parc privé, ça sera en 2026, ce qui nous laisse le temps finalement de recruter les premiers ETP, on a lancé les recrutements et on est d'ailleurs encore en cours, on n'a pas fini, mais ça permet une montée en charge progressive aussi des charges d'ETP que ça représente. Et voilà. Et si on a aussi décalé le parc privé, c'est parce que tout est en bouleversement. Enfin, l'ANA vient un peu de refondre avec le dernier CA, le dispositif de contractualisation, les ambitions, les aides, etc. Et on s'était dit que c'était bien de gagner un petit peu de temps pour y voir clair dans ce nouveau paysage et de pouvoir commencer à instruire dans un cadre contractuel un peu apaisé avec une vision des enjeux et des besoins. Une fois que j'ai raconté tout ça, ah oui, ce qui a été déterminant également pour les élus, c'était la perspective de devenir AOH, puisque comme ça a été expliqué par les collègues du Grand Chalon, c'est qu'il faut 4 critères pour devenir AOH, le PLH, la réforme des attributions, c'est Convention intercommunale d'attribution, CIA. Il faut un PLUI, donc nous, il est en cours d'élaboration, c'est pour ça qu'on n'est pas encore AOH. Et enfin, il faut une délégation des aides à la pierre. Donc, pour pas obérer notre capacité à devenir AOH, on a souhaité aussi repartir sur la délégation.
L'AOH, pour l'instant, c'est plus une promesse qu'autre chose, un peu une coquille vide, hein, ça apporte pas grand-chose. Mais on se dit qu'avec le temps, et grâce à nos fédérations France Urbaine, la Communauté de France et le lobbying et peut-être la future loi de décentralisation, sait-on jamais, peut-être qu'on pourra aussi, à l'instar de ce qui se fait sur l'autorité organisatrice des déplacements, peut-être avoir des ressources financières qui seront très utiles, puisque finalement, l'avenir devant nous est, on le sait, complexe. Il y a une crise de la production neuve, une crise aussi… Oui, On verra la partie prospective dans d'accord. un second temps, si tu veux bien. Peut-être, euh, alors il y a beaucoup de questions, on va y revenir et je passerai la parole à Géraldine, mais sur combien de PT, combien de salariés, combien de budget, etc. Mais dans la relation avec les acteurs du logement du territoire, qu'est-ce que finalement a apporté chez vous à Clermont la délégation? Est-ce que vous avez pu véritablement négocier sur les fameuses marges de loyer qui font partie de la convention de délégation? Est-ce que vous avez pu réorienter des programmes? Euh, Quel est le tissu des bailleurs aussi peut-être sur ton territoire qui est spécifique? Peut-être nous dire quelques mots là-dessus? Oui, alors oui, c'est bien l'objectif, effectivement, avoir la délégation, c'est de pouvoir travailler sur les marges locales, ce que l'on a fait avec les services de l'État. Il faut savoir que bah là, je reviens aussi à notre PLH, Programme local de l'habitat. On est sur un PLH qui a été élaboré dans un contexte de loi climat et résilience et du fameux ZAN. Donc, nos objectifs de 12 000 logements sur les 6 ans, donc 2 000 par an, avec 50% de logements libres, 30% de logements locatifs sociaux et 20% de logements abordables. Toute cette production, c'est 80% en renouvellement urbain et 20% en extension. Voilà, donc c'est l'esprit du ZAN. On va de plus en plus sur cet esprit de refaire la ville sur la ville. Et de fait, on a là, ce vendredi, on fait passer notre nouveau dispositif des aides côté métropole et c'est en lien avec l'évolution des marges locales de manière à soutenir davantage les opérations les plus complexes à monter, celles sur je sais pas moi, des secteurs pollués, d'anciennes friches, de l'acquisition-amélioration, enfin toute cette problématique-là où on accompagne nos opérateurs qui effectivement ont besoin d'être soutenus dans un contexte où pour les bailleurs sociaux, puisque tu évoquais ça, on a 4 principaux bailleurs sociaux. On a CDC Habitat, qui est un peu, alors au niveau national, un des cadors, mais localement un petit poussé chez nous, parce qu'ils ont pas un parc assez moindre. On a Auvergne Habitat, qui est la filiale d'Action Logement, qui lui, effectivement, a des ressources, des capacités et tire un peu la production. Et puis on a l'office départemental et enfin une SEM Assemblia, qui est l'agrément logement, qui était précédemment Logidome, un office rattaché à la métropole et qui a dû voilà, un peu évoluer avec une précédente loi qui donnait un seuil de 12 000 logements respectés, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, il a fallu voilà, transformer un peu le statut. On a le fait d'avoir que 4 organismes, ça permet d'avoir des relations de très grande proximité. Le fait d'être délégataire nous donne un statut, comme je l'ai déjà expliqué, de pilote un peu renforcé et parce qu'on maîtrise finalement les agréments de financement. Et voilà. Après, cette direction de l'habitat, comment dire, on n'est pas seul, on a aussi la direction de l'urbanisme avec lequel on est en connexion, qui ont une vision aussi un petit peu en amont des programmes qui sont en cours de montage. Et il y a toute une chaîne, entre guillemets, de partenaires, d'acteurs à mobiliser. Et le fait d'avoir ces statuts-là de pilote, de délégataire, nous permet justement de mieux organiser ces process, d'être entendus quant à nos orientations stratégiques et de pouvoir faire converger les aides, nos aides, celles de l'État, et puis aussi celles des partenaires, puisqu'on est en connexion avec le département du Puy-de-Dôme qui a une politique aussi active et volontaire de financement du logement. On a Action Logement, on a d'autres partenaires qui fait que on a cette capacité un peu à mettre autour de la table beaucoup de monde et à pouvoir donner avec le PLH un peu une direction, un cadre d'intervention et autres. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Très bien, cet aspect-là. merci beaucoup. Géraldine, peut-être que tu peux nous dire quelles sont les quelques questions qui sont abordées et posées dans le chat.
Oui, alors il y a pas mal de questions effectivement de précision sur le sujet de l'équipe à mobiliser pour la gestion des aides à la pierre. Donc peut-être comme on était sur Clermont, je vais juste rester tout de suite sur Clermont avant de revenir au Grand Chalon. Est-ce qu'il est possible d'évaluer combien, c'est une question pas forcément simple, hein, quelles étaient les ressources dans le cadre du type 2 spécifiquement dédiées à la gestion des aides à la pierre, sachant que c'est aussi peut-être plus mélangé avec le reste de la politique locale. Et puis là, c'est une question complémentaire, mais est-ce que sur l'équipe de 6, est-ce qu'elle est déjà définie comme étant une équipe unique ou est-ce que ça va être plutôt rattaché aux différents services de la métropole et en lien avec l'activité classique? Alors, effectivement, précédemment, on avait un service habitat opérationnel qui fonctionnait sur des binômes, un cadre A et une gestionnaire catégorie C pour traiter nos aides propres et puis aussi assurer un petit peu l'ingénierie administrative de la délégation qui était de type 2. Donc, dans les faits, il n'y avait pas l'instruction et c'était assez light. C'était un petit peu cette lourdeur administrative des allers-retours avec les bailleurs, etc., de transmission de dossiers, de vérification de quelques pièces, etc. Bon. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, on a pris du temps pour travailler avec la DDT du Puy-de-Dôme afin d'estimer précisément ce que représentait l'ingénierie de leur côté sur l'instruction, enfin en tout cas l'ingénierie nécessaire pour faire tourner une type 3, entre guillemets, parc public et parc privé. Et on a estimé très précisément les profils. La DDT nous a transmis les fiches de poste, on a identifié le nombre de TP et ça nous a permis, nous, de calibrer nos équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé que les agents qui allaient être recrutés, ce n'était pas stricto sensu et qu'ils n'allaient pas être uniquement dédiés aux aides de l'État pures et dures avec d'autres collègues à côté qui géraient les aides de la métropole. On va tout mixer, c'est-à-dire que nos gestionnaires, nos chargés de programmation, nos responsables vont assurer l'ensemble des aides, celles de la métropole, celles déléguées par l'État et puis le partenariat, etc. Donc, on a essayé de construire, enfin, on va construire une équipe qui est un peu pluridisciplinaire, en tout cas qui aura des expertises fortes en termes de maîtrise du CCH, de la technicité du montage d'opération, parce qu'on se dit que l'avenir étant complexe, les bailleurs et n'importe quel partenaire vont essayer de trouver des solutions, nous-mêmes d'ailleurs, et on devra un peu pas tordre le cou à la réglementation, mais en tout cas la maîtriser suffisamment pour pouvoir faire des propositions un peu innovantes, quitte à solliciter la DHUP pour voir si on ne peut pas trouver aussi des interstices et essayer des choses un peu novatrices. Donc, montée de cette expertise-là, poursuite justement du travail partenarial avec les partenaires, donc des chargés de mission de développement et qui font du développement de projet, et puis aussi voilà, la capacité à assurer une gouvernance, à faire vivre le partenariat. On a créé une structure qui s'appelle la CMH, Conférence métropolitaine de l'habitat, qui se réunit une fois par an, où on réunit l'ensemble des acteurs du territoire, parc public, parc privé, pour justement faire un retour des actions mises en œuvre sur le territoire clermontois, enfin métropolitain, pour donner des perspectives, pour faire intervenir aussi des experts du territoire ou d'ailleurs, etc. Donc faire vivre aussi, animer le réseau. Donc, comme je vous ai expliqué, on a estimé que c'était 4 ETP parc public et 2 ETP parc privé. Et donc, on a travaillé ensuite dans un projet de direction afin de voir comment ces agents, quels étaient leurs profils, comment ça pouvait s'insérer déjà dans l'équipe existante, comment on faisait évoluer la direction et puis le service concerné qui a changé de nom. On va créer un pôle parc public, un pôle parc privé dans le service qui s'appelle Service Habitat Attractif et Durable. Donc, il a évolué de nom en lien aussi avec le nouveau PLH. Et on a eu des ateliers avec l'ensemble des agents. On est passé en CST avec les organisations syndicales, enfin tout le process un peu classique et habituel, de manière à pouvoir ensuite lancer les recrutements qui sont en cours et pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Mais le conseil, c'est surtout travailler avec les services de l'État pour arriver aussi à estimer un peu la jauge. Après, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on le fait à un instant T. On le fait à un instant T et ça se trouve, on est un peu surdimensionné. Si ça se trouve, parce qu'en fait, on voit bien que là, avec l'arrêt du Pinel,
avec l'inflation, avec les difficultés des organismes, avec la promotion immobilière qui doit changer de modèle, on a forcément, comme l'ensemble des territoires, on va avoir une baisse finalement du volume un peu de production. Alors, est-ce que ça va induire une baisse de travail? Je ne sais pas, puisqu'en fait, les opérations qui vont sortir vont peut-être être aussi plus compliquées à monter parce qu'il faudra trouver des solutions un peu différenciées. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas que les aides déléguées de l'État, il y a nos aides propres et aussi nos dispositifs. Donc, on trouvera toujours matière finalement à faire travailler l'équipe et que ce soit sur un volet ou sur l'autre. Et même si on est un peu surdimensionné in fine, on trouvera toujours matière à travailler, à développer, à animer du partenariat, à essayer de faire de l'innovation et donc à avancer de la manière dont il le faut. Voilà. Après, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, si je pourrais transmettre un organigramme ou des choses plus précises, hein, moi, il n'y a pas de souci, vous me direz, vous ferez le lien sinon avec les collectivités concernées. Oui, on sent que c'est une question qui intéresse parce qu'on voit bien que la délégation progresse et qu'il y a beaucoup de territoires qui sont intéressés. Moi, je retiens, pour rebondir sur les propos de Magali Bourdin de Châteauroux, que vous avez 4 agents sur le parc public et 2 sur le parc privé. Je comprends ça. Et qu'en plus, vous avez en transversal le support d'autres directions. Hein. Oui, pour être précis, sur le parc public, c'est un catégorie A, 2 catégories B et un catégorie C. Le C, c'est le gestionnaire parc public pour assurer le traitement, enfin l'instruction des dossiers. Au niveau des B, il y aura un B qui sera un peu plus technique, spécialisé sur la maîtrise du CCH, sur les dossiers un peu plus complexes, sur la technicité forte. L'autre B sera plus sur des actions un peu de développement de projet. Le A sera en charge du pilotage du pôle parc public. Côté parc privé, on aura aussi un cadre A de pilotage. Excusez-moi, on a déjà le A. On aura, un B et un C. Là aussi, dans cette même logique, C pour de la gestion de dossiers et puis B en chargé de programmation sur voilà, une interface partenariale, l'appui aux catégories C, voilà à peu près comment on a imaginé les choses, sachant qu'on avait déjà des ETP aussi avant. Donc, il faut savoir que le service concerné passe de 5 ETP à 12 ETP. Donc, ça fait 5 plus 6, ça fait 11. Le 12e ETP, c'est un poste financé 100% par l'ANRU, une chargée opaque aux propriétés dégradées, puisqu'on a 3 quartiers de priorité nationale en PRU et dont 2 quartiers concernés par une dizaine de copropriétés fragiles. Et donc, on a un ETP supplémentaire qui a été recruté. Donc, on passe d'un service de 5 agents à 12 agents, ce qui est assez conséquent, c'est vrai, mais ça accompagne aussi une montée en puissance, une volonté d'être AOH, une volonté aussi d'affronter, entre guillemets, ou en tout cas de gérer au mieux les temps complexes qui sont devant nous. Et puis après, on verra aussi ce que donnera cette future loi de décentralisation. Ça aussi, c'est un mystère, point d'interrogation. On verra bien un peu, on en parlera dans le volet prospectif. Voilà, moi, pas dans le volet prospectif. Sur l'hébergement, vous avez aussi un agent à temps plein? Alors, en fait, on a, donc là, je vous ai cité un service, on a un deuxième service habitat qui s'appelle le service habitat solidaire, donc c'est l'orientation de notre PLH. Et donc là, on a effectivement un responsable de service qui assure le suivi du logement d'abord, parce qu'on on avait répondu, été lauréat de l'AMI qui avait été lancé en 2017 et donc lauréat en 2018 pour une durée de 5 ans. Donc, on est reparti pour une nouvelle contractualisation. On l'a fait avec le département du Puy-de-Dôme. D'ailleurs, on était un des premiers territoires à y aller en binôme. Et donc, comment dire, on n'est pas stricto sensu dans l'hébergement, on est un peu à la frontière, on va dire, avec ce logement d'abord. L'hébergement, c'est pour nous, ça reste quand même une politique de l'État et donc on soutient, on finance certaines actions, effectivement, au travers du logement d'abord. Par exemple, on finance le SIAO, c'est du volontarisme, on n'est pas obligé, donc le 115. Ça nous a permis justement de conforter un peu un triptyque département, État, la dette et nous-mêmes pour justement appréhender ces questions d'hébergement. C'est une vraie complexité, c'est difficile, c'est compliqué, mais on essaie en tout cas dans la mesure de nos moyens et des possibilités de venir en soutien de l'État et d'essayer de trouver des convergences d'intérêts ou des moyens d'agir. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas allé plus loin que ça. Souligne bien des participants et c'est ça qui fait à la fois la richesse et la complexité de ces politiques locales, c'est leur extrême diversité.
le côté un peu tentaculaire hein, de tous les segments des questions du logement, de l'habitat dont les collectivités se saisissent. Quand même, passer de 5 à 12, évidemment, c'est un gros morceau en quelque sorte. Du côté du Grand Chalon, pour refaire le point, parce que ça fait partie des demandes qui nous sont adressées sur cette question-là, vous avez aussi vu le nombre d'agents progresser, hein, je crois. Oui, oui, tout à fait. Je vais laisser aussi la parole du coup à Madame Sibeli, directrice de l'habitat et du foncier pour le Grand Chalon, qui va vous donner plus en détail les catégories des agents en question pour que nos collègues élus puissent se rendre compte effectivement des besoins RH et des moyens à mettre en face. Alors, nous, l'augmentation du service habitat, du nombre de personnes au niveau du service habitat, et c'est surtout fait lorsqu'on s'est structuré sur une stratégie et lorsqu'on a mis en place l'espace habitat conseil. Parce que déjà, là, on a recruté des agents pour conseiller les habitants sur l'ensemble des aides. Donc, du coup, c'est vrai qu'on avait déjà des recrutements. On a recruté, lorsqu'on a pris la délégation de type 3, on a recruté un agent et on a mobilisé un mi-temps sur le parc social. Aujourd'hui, on est à entre 6 et 7 personnes, hein, puisque 7 ETP, en fonction de l'intervention aussi, de la mobilisation aussi d'agents d'autres services et même de la même direction, hein, mais d'autres services. On a 2 personnes à temps plein sur la délégation des aides à la pierre, sur vraiment l'instruction des dossiers. On a un chargé de mission qui accompagne sur tout le côté administratif, préparation des commissions d'attribution, tous les documents qu'on a à gérer, conventions de délégation, les avenants, enfin, tous ces documents administratifs. La responsable du service également qui intervient sur les relations avec la DDT locale notamment, les bailleurs sociaux. Donc voilà, on est à peu près entre 6 et 7 ETP en fonction de la mobilisation de ce qu'on peut, enfin des agents qu'on peut mobiliser par ailleurs. Sur les catégories, on a 2 catégories A, donc la responsable de service, la chargée de mission. On a 2 catégories B, l'instructeur Anna, enfin 3 catégories B, l'instructeur Anna, l'instructeur des dossiers publics, et puis l'animateur de l'espace Habitat Conseil. Et ensuite, on a entre 2 et 2,5 ETP catégorie C qui assure du suivi administratif de dossiers. Donc, édition des courriers, enfin, accompagnement des instructeurs sur la partie administrative. Donc voilà, pour la partie hébergement, nous, hébergement Jean du Voyage, c'est géré par la direction des solidarités chez nous. Donc là aussi, ils ont des agents sur ces thématiques-là qui ne relèvent pas de la direction de l'habitat. Merci pour ces précisions. Alors, avant de passer peut-être à la partie plus prospective, je ne sais pas s'il y a parmi les participants, je vois qu'il y a Dijon, Orléans, Châteauroux, qui sont, j'allais dire, des délégataires de la première heure. Peut-être qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, apporter quelques témoignages hein, sur ce passage de la délégation de type 2 à type 3, où ils en sont. On pourrait aussi interroger Niort. J'ai vu qu'ils étaient présents et je les salue, hein, qui eux se posent la question d'entrer dans la délégation des aides à la pierre. Est-ce que l'un d'entre vous, alors Châteauroux n'est pas délégataire, donc Magali, peut-être je vous donne la parole, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas délégataire. On a un problème d'image, on ne voit pas les images, mais on voit les noms. Magali, c'est à vous. Je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on vous donne la parole, peut-être, Géraldine. Je pense qu'on ne peut pas donner la parole en fait, à part dans le chat. Donc voilà, on peut relayer, mais en tout cas. Pas donner la parole à part dans le chat. Alors c'est dommage parce qu'on aurait pu effectivement profiter d'un certain nombre de témoignages. Il faudra. Claire, moi, quelque chose qui me vient en tête aussi, je voulais peut-être informer. Dans les motifs de passage en type 3, de recruter 6 ETP, il y avait quand même une lecture aussi politique qui a joué. C'est que à la période où on réfléchissait, il faut savoir que le département du Puy-de-Dôme, avec lequel on a des bonnes relations de travail, réfléchissait
eux aussi, de leur côté, à prendre la délégation des aides à la pierre. Et comme ça a été expliqué, je crois, par Géraldine, les départements peuvent prendre la délégation dans une logique de subsidiarité, c'est-à-dire qu'ils vont là où les intercommunalités ne se positionnent pas. Et nous, on avait identifié quand même un petit risque, c'était l'hypothèse où on déciderait politiquement de ne pas s'engager, de ne pas renouveler la délégation, et où le département du Puy-de-Dôme l'obtiendrait, et on se serait retrouvé dans la configuration d'une collectivité qui a une politique volontariste de l'habitat, un passage en métropole, une volonté d'aller de l'avant, et tout d'un coup, un département qui aurait été décisionnaire au titre des crédits de l'État sur notre territoire métropolitain. Et ça, bien évidemment, c'était inenvisageable. Et ça fait partie aussi puisque voilà, on se dit les choses, ça a fait partie, en plus de l'AOH, en plus de plein de choses, des arguments qui ont fini par jouer aussi en se disant, tant pis, on fait l'effort de ce recrutement et puis on continue la dynamique qu'on a lancée et qu'on souhaite aussi développer. Ça faisait partie des arguments. Voilà, je me permets de le dire parce que ça peut peut-être intéresser Oui, aussi d'autres. c'est vrai que c'est intéressant. Les départements ont eu, dans certains territoires, hein, des velléités de s'engager beaucoup sur les politiques de l'habitat, ou effectivement de se retirer dès lors qu'il y avait les espaces urbains, les grandes villes, les villes moyennes, etc., qui, eux, prenaient la délégation des aides à la pierre. Je ne sais pas sur Châlons où on en Oui, est du côté du département. ils ne sont pas délégataires des aides à la pierre. Ils auraient pu, hein, effectivement, nous laisser, nous, pour notre territoire, pour notre PCU délégataire et prendre le reste du territoire, mais non, ils ne le sont pas actuellement, donc pour le département. Voilà. Et il n'y a Peut-être jamais eu de velléité de s'engager sur la délégation non plus. Je crois pas, non. Pas à notre connaissance, en tout cas. Pas à notre Très bien. connaissance. Mais là où je rejoins Monsieur le directeur, c'est effectivement d'un point de vue politique, je trouve que c'est en tout cas plus confortable. Certes, ça nécessite des moyens financiers en face, RH et règlement financier d'intervention, le cas échéant, mais c'est vraiment plus confortable de pouvoir être décisionnaire à l'échelle de son territoire. Et en cela, ça permet de conduire des politiques très volontaristes, vertueuses pour le territoire, en lien avec le monde économique, en lien avec des conditions d'accueil en matière de logement plutôt satisfaisantes. Et politiquement, c'est vraiment, je trouve, vertueux, même si ça demande aux EPCI d'être calibrés en termes RH et expertise, hein, de manière très importante, quoi. Aujourd'hui, je me dis, c'est sans doute parce qu'on est dedans, et je me dis, je vois pas comment on ne pourrait pas être délégataire, et on serait vraiment plus poings et pieds liés, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est finalement, on conduit les politiques qu'on a envie de conduire. Et je trouve ça politiquement très vertueux. Et peut-être juste pour compléter sur le parc privé, il y avait aussi des questions de est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce que ça vous apporte sur la politique que vous menez sur l'amélioration du parc privé, donc en lien aussi avec toute l'action que vous avez mis en place sur la formation et le conseil des personnes, et comment vous avez fait pour vous articuler avec ma prime rénov également, puisqu'il y avait une question sur ce sujet. Peut-être plutôt le Grand Chalon sur la question. Si vous avez... Alors, ma prime rénov, en fait, comment on s'articule? En fait, j'ai envie de dire sur le parc privé, le fait d'être délégataire, ça nous a permis déjà d'avoir une vision globale, et aussi pour en tout cas notre PCI de mettre en place un règlement pour accompagner davantage, c'est-à-dire venir accompagner davantage les projets, pour permettre justement au parc privé d'aller vers des travaux plus vertueux, puisqu'on complète les aides à la pierre, et aussi du coup le fait d'avoir un règlement financier propre, ça nous a permis d'accompagner des grosses opérations, notamment en matière de copropriété, hein. On a mené une grosse opération de rénovation de copropriété. On a aussi
à l'échelle de nos territoires, identifié des typologies d'habitat qui nécessitaient une rénovation et on a regardé, on a ajusté des dispositifs en face pour voir comment on pouvait les accompagner. On avait par exemple des lotissements qui étaient tous construits de la même façon. On a essayé d'imaginer des groupements, on a essayé d'imaginer des propositions aussi avec des concours d'architectes pour voir comment on pouvait accompagner une rénovation de plusieurs types de maisons sur sous-sol ou quoi, ou caisse. Donc du coup, je trouve que en matière d'habitat privé, finalement, ça a été ça a impulsé encore une dynamique supérieure. Voilà ce que je pourrais en dire. Là, c'est très complémentaire. Et en matière de MaPrimeRénov', bon ben ça, j'ai envie de dire, on est bien désolé de saucissonner les aides, comme que les aides soient saucissonnées de cette façon. Hein. Bien évidemment, on n'est pas, je pense, dans le même type de travaux. On est sur des travaux au geste, ce qui n'est pas notre volonté. Voilà. On a, nous, une volonté de gain énergétique. Hein. Bien évidemment que notre politique habitat, elle est en lien et en synergie avec notre PCAET, avec aussi une logique développement durable. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les sollicitations de MaPrimeRénov', ce qui rend aussi, du coup, toutes ces politiques en matière d'habitat très confusionnantes hein, pour les usagers. Ça, je ne suis pas certaine que ça évolue beaucoup. Donc, c'est fort dommage, hein, ça n'a pas été faute de le faire remonter. Je sais également que le président de l'Intercommunalité de France s'est aussi beaucoup attelé à faire remonter cette incompréhension en matière de MaPrimeRénov'. Hein. Donc, voilà, on essaie en tout cas de construire finalement nos propres politiques. Et puis, comme nous accompagnons et que nous avons la plus-value du conseil, nous arrivons à accompagner plein de gens sur des travaux plus qualitatifs finalement, parce que nous avons toute la partie conseil, ingénierie financière, et on accompagne aussi bien au-delà donc du coup, on a un territoire où peut-être on a juste le quota des travaux, hein, des dossiers peut-être MaPrimeRénov', c'est ça? Oui, on a quand même des statistiques. Mais voilà. Sur le dossier. Après, l'objectif de l'espace habitat conseil est vraiment de capter des propriétaires pour les accompagner sur justement un processus de travaux plus complet. Merci, merci beaucoup Nathalie. Merci Madame Vuitton. Je rappelle, vous êtes vice-présidente en charge de l'habitat et de l'énergie. Donc on voit bien que votre Tout à fait. activité et que votre champ d'action en quelque sorte est assez large. Alors on est déjà dans cette seconde partie que j'évoquais tout à l'heure. Comment faire évoluer la délégation des aides à la pierre? Comment la faire rejoindre en quelque sorte avec cette autorité organisatrice de l'habitat, que ce soit sur le parc privé ou sur le parc social. Sur le parc privé, vous nous donnez déjà des pistes, hein, c'est-à-dire finalement y mettre la totalité des aides du parc privé pour avoir une vision d'ensemble, c'est ce que vous nous expliquez. J'allais dire, vu d'ici, ça a l'air tellement évident, on a du mal à comprendre finalement pourquoi ça ne l'est pas vu depuis Paris. Est-ce que pour autant, la gestion de tous ces dossiers gestes simples au travers de MPR, ça ferait pas sur votre service Habitat au Grand Chalon un afflux de demandes? Comment est-ce que vous voyez gérer cette évolution si toutes les aides passaient par privé, j'entends, au sein de la délégation des aides à la pierre? L'idée, c'est pas tant d'instruire toutes les aides, c'est plutôt de les accompagner. Je pense qu'il y a, on peut pas parler effectivement, quand on regarde les moyens qui sont mis en face de cette MaPrimeRénov', on se dit que ce sont essentiellement des monogestes hein, qui sont réalisés et que dans le temps, en termes de rénovation énergétique, en termes d'impact sur le climat,
ce sont des gestes qui, sur le moment, sont efficients à l'échelle de l'usager, j'ai envie de dire, mais dans le temps, ne le seront pas. Donc, l'idée, c'est pas tant tout d'instruire, c'est plutôt d'accompagner et de pouvoir, peut-être, sur certains usagers, on va pouvoir réorienter et donner du conseil pour permettre une décision plus clairvoyante et aussi peut-être plus globale pour certains. Alors, je dis pas que tout le monde ira sur une rénovation plus complète, mais en tout cas plus vertueuse. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans le même constat, on est dans le même constat que vous, hein, c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir gardé cette partie des aides limite finalement, ne nous apporte pas cette vision globale qui pourrait vraiment être vertueuse pour un territoire. Voilà. Merci. Alors effectivement, je pense que l'intérêt délégation élargie ou AOH, ce serait pas d'avoir à instruire les dossiers MPR, mais pour autant, ça nécessite quand même qu'on réoriente de la tuyauterie, si vous me permettez cette expression, de façon à ce que vous puissiez avoir une vision complète. Je crois que vous le disiez vous-même, hein, de l'ensemble des demandes qui arrivent sur votre territoire pour voir comment les aides locales peuvent bonifier les actions finalement de l'État, donc avoir un effet levier encore plus fort. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ce type de travaux nous échappe complètement. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces aides soient efficientes en termes de qualité de logement, en termes de climat, en termes de qualité de travaux. Bien évidemment, avec une vision politique, c'est permettre à nos territoires d'être dans des niveaux de logement qualitatifs et attractifs du coup, in fine. Alors, on peut peut-être se tourner du côté de Clermont. Comment est-ce qu'à Clermont, alors on voit que vous êtes déjà dans la prospective, hein, les équipes qui vont progresser. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette délégation des aides à la pierre? Qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter comme amélioration finalement à ce dispositif? Avant de répondre, juste pour revenir sur le parc privé, même si nous, on sera délégataire de type 3 en 2026, on a quand même des dispositifs mis en œuvre, hein, des OPA copropriété dégradée, un programme d'intérêt général, un partenariat avec le département du Puy-de-Dôme et les 13 autres intercommunalités sur Rénov Action 63, c'est-à-dire le SPE, service de renseignement, etc. Moi, je tire quand même une forme de sonnette d'alarme puisque j'étais la semaine dernière donc à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avec un des représentants de l'ANA nationale qui venait expliquer les décisions du conseil d'administration, qui disait en substance, nous, on se projette sur quand même du moyen long terme. On veut rénover un parc national de 20 millions de logements d'ici 15-20 ans, etc. C'est très intéressant, mais moi, je suis quand même intervenu pour dire, mais il y a quand même cette loi climat et résilience. On parle beaucoup du ZAN, mais on oublie de parler sur le parc privé, on ne le mentionne pas assez, le fait que les logements énergivores ne pourront plus être mis à la location, à renouvellement du bail pour les étiquettes F et G dans les prochaines années. Et donc, G, c'est 1er janvier de l'année prochaine, hein, ça arrive, c'est demain. F, c'est dans 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et puis, le E, c'est en 2034. On a fait une petite étude avec les agences d'urbanisme, avec l'ADEME et puis aussi la DUM, notre agence de l'énergie. Sur notre territoire métropolitain, les logements en étiquette F et G, alors avec des parties prises statistiques parce que les DPE ont le mode de calcul a évolué parce que tout n'est pas étiqueté, mais grosso modo, on arrivait à 9000 logements du parc privé en F et G concernés par des possibilités de non mise en location si pas de travaux de rénovation. Donc, c'est juste gigantissime. Et c'est pas du 15-20 ans, c'est dans les prochaines années. Donc, il y a un effet massification gigantesque qui arrive. Et là où, même si le budget de l'ANA au niveau national a été augmenté, et tant mieux, même s'il y a eu le milliard d'euros qui a disparu, il y a quand même une augmentation conséquente. Enfin, nous, il y a une forme d'inquiétude quand même face à ce que ça représente. Et même si on passe en type 3 en
26, ça sera, et qu'on a 2 ETP supplémentaires, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est juste un chantier gigantissime. Et là, je sais pas trop, enfin, en tout cas, on réfléchit de voir comment on peut s'y prendre, comment on peut essayer d'apporter des réponses, mais on voit bien que les moyens vont manquer, les moyens financiers, parce que par les massifications sur nos anciens dispositifs d'aide où on aidait chaque dossier, est-ce que demain, on est en capacité de le faire? Je ne suis pas certain. Donc là, je rejoins l'intervention de Madame la vice-présidente qui indiquait qu'il y a surtout la qualité du conseil est primordiale, puisque aujourd'hui, il y a des marques qui seront peut-être plus ou moins bien intentionnées. Hein, et d'ailleurs, les gens de l'ANA parlaient de la nécessité de maîtriser la fraude, parce qu'il va y en avoir, quoi qu'il en soit, malheureusement. Et donc, ça veut dire aussi pour les équipes demain être vigilants sur les dérives qu'on pourrait constater. Le conseil sera primordial. Mais voilà, comment on fait? Comment on fait pour assurer cette massification? C'est quoi le positionnement d'une collectivité en lien avec MaPrimeRénov' qu'on ne maîtrise pas vraiment complètement? C'est quoi une politique publique intégrée? Comment on répond à ces effets masse? Et même dans l'hypothèse où l'argent public, tout d'un coup, il y a suffisamment de quoi accompagner ou aider ou financer tout le monde, est-ce que les entreprises, les CAPEB et autres, les FFB sont en capacité de suivre la masse de travaux que ça a représenté? Je ne sais pas. Bref, donc il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à ce parc privé. Et l'outillage métropolitain classique et celui de la délégation de type 3, en tout cas tel que c'est dimensionné, je ne suis pas certain que ça réponde à ces enjeux calendaires et ces enjeux de massification. Donc pour l'instant, nous, c'est plus une inquiétude. Et on n'a pas, là, tout de suite, maintenant, de réponse, à part le fait de réfléchir cette année, justement, au nouveau cadre de contractualisation, le pacte territorial, et de voir c'est quoi le bon outillage de demain, et où est-ce qu'on se positionne sur les moyens dont on dispose. Voilà. Voilà, je voulais juste faire cette précision. Excusez-moi. Juste peut-être pour ajouter, parce que du coup, en vous écoutant, je me disais, effectivement, le rôle de l'élu local, peut-être, ça va être de permettre à ses administrés de pouvoir de sécuriser ses administrés sur les choix de la rénovation. Et en termes de logement privé, je trouve que c'est très important, on le voit bien, hein. Il y a beaucoup de démarchage, les gens sont perdus, ne savent pas quel choix réaliser. Donc notre rôle aussi de collectivité, c'est aussi de sécuriser tout cela. Et en matière de logement privé, on est bien conscient qu'aujourd'hui, le démarchage est très important et il va falloir pouvoir accompagner les usagers à faire ces bons choix. Peut-être on n'a pas non plus redit, nous, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une question en matière de budget. Donc, concernant les aides à la pierre, nous gérons à peu près 3 millions d'euros. Et puis, en termes d'aide du Grand Chalon, ça a environ 1,5 million. Voilà. Sur le parc privé, c'est ça? Ou c'est Oui. l'ensemble sur le parc privé? Non. Alors, pourquoi? Pour l'ANA sur le parc privé. Pour l'ANA sur le parc privé, oui, tout à fait. Et sur le parc social, peut-être, tant que vous êtes dans les chiffres, puisqu'il y avait aussi une question au tout début sur le nombre d'agréments, est-ce que vous avez Alors, sur le parc social, c'est moindre parce qu'on a très peu d'opérations nouvelles. On a plutôt des opérations de plan de relance. Sur le parc social, on est à peu près à 500 000 d'aides à la pierre et plutôt axé sur la rénovation du parc dans le cadre du plan de relance. Et l'aide du Grand Chalon, on est à 1,5 million parc social, parc public. Merci beaucoup. Peut-être pour revenir aussi sur les perspectives et ce que vous auriez comme attente pour la suite, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer, alors notamment en inscrivant en articulation avec les AOH, à la fois sur le parc public, le parc privé, mais aussi éventuellement sur des questions qui peuvent être transversales, je pense aux enjeux liés au zonage, etc. Je ne sais pas du coup si vous, Bertrand, vous vouliez intervenir sur ce volet-là. Je sais pas, moi je lis ça aussi un petit peu à la future loi logement décentralisation. À un moment donné, tout ça est quand même intrinsèquement lié. Je sais pas jusqu'où l'État souhaite non pas déléguer mais décentraliser, transfert de compétences. C'est une vraie question, notamment le champ de l'hébergement c'est quelque chose de très complexe. Donc, est-ce que le législateur veut aller loin? Et si oui, ça posera de facto la question quand même des moyens. Parce que pour l'instant, effectivement, on a bien vu qu'on est sur une délégation et que le type 3, c'était au bon vouloir et au volontarisme des collectivités pour se doter de l'ingénierie à leurs propres frais.
si demain l'idée c'est d'aller plus loin et dans un contexte quand même de crise du logement bien affirmé, on disposera de quels moyens? C'est ça la question. Parce que la délégation des aides à la pierre telle qu'elle existe, on la connaît. Hein, je veux dire, bon, on peut toujours essayer d'améliorer les choses. Je pense qu'on a fait le tour des avantages et des éventuels inconvénients, donc les ressources que ça nécessite. Maintenant, la question, c'est l'étape d'après, c'est cette fameuse loi. Est-ce qu'elle va sortir? Si oui, elle contient quoi? Comment ça se passe? Donc, c'est là qu'il faut poursuivre, je pense, dans les fédérations existantes, ce qui existe déjà, les groupes de travail, le fait de pouvoir faire remonter les enjeux, les besoins, les attentes et autres, et puis après qu'il y ait un dialogue avec le cabinet du ministre et qu'on arrive à faire des propositions, peut-être qui feront sens, je ne sais pas. En tout cas, nous, on milite sur une meilleure maîtrise, effectivement, locale, pour pouvoir gérer toutes les difficultés qui sont là, et elles sont multiples. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, il y a toujours cette question des moyens et des ressources qui me paraît essentielle. J'ai pas vraiment répondu, mais c'est difficile de pouvoir le faire en l'état, quoi. Voilà. Je crois que c'est compliqué. Par ailleurs, on voit bien, enfin, tout le monde écoute, quel que soit le média sur lequel il est, tout le monde voit bien qu'en ce moment, les moyens sont pas au rendez-vous, et je dirais même pire, on est plutôt dans une période de pénurie de moyens, voire de reprendre aux collectivités locales sur des moyens qui leur auraient été donnés. Alors, c'est pas encore évoqué, mais enfin, la participation des collectivités au redressement des comptes publics, on en a entendu parler beaucoup ces derniers jours, même si on sait que ça s'inscrit dans un agenda politique et de perspective de notation du budget de l'État qui est très particulier. Mais on voit bien qu'on sort en tout cas d'une période d'abondance de moyens et qu'on retrouve les premières critiques formulées sur la délégation des aides à la pierre. Est-ce que l'État ne va pas se débarrasser sur les collectivités locales d'une politique qu'il n'arrive plus à assumer financièrement? Alors très, très clairement, Intercommunalité de France, mais d'autres associations d'élus se sont prononcées pour dire, France Urbaine également, hein, il ne s'agit pas de décentraliser la prise du logement. Il y a quand même, il y a la question des moyens. Effectivement, je pense qu'il faut, on ne peut pas la laisser de côté. Il y a ce qu'évoquait Madame la vice-présidente, qui est de dire, il faut pouvoir aussi mettre l'intercommunalité au centre du jeu, dans l'information, la question du conseil, la question de l'organisation des différents acteurs qui vont être appelés à intervenir sur ces questions-là. Sur la question du parc social, se pose quand même la question d'Action Logement. Comment est-ce qu'on peut contractualiser localement avec Action Logement sur certains territoires? Ils sont aussi demandeurs, hein, pour que les entreprises puissent loger leurs salariés. Et puis sur la question du parc privé, on sent quand même qu'il y a un enjeu fort, en tout cas je l'entendais comme ça dans vos propos, Madame Vuitton, hein, à ce que l'intercommunalité soit organisatrice au centre du jeu, point de référence pour, vous avez évoqué la question de la sécurisation, mais du conseil aussi, en direction des ménages, mais aussi en direction des professionnels de la rénovation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites dans ces directions, peut-être au jour d'aujourd'hui, pour, dans cette question de prospective, hein, arriver ou conforter cette place, ce positionnement? Effectivement, nous travaillons également avec la CAPEL, hein, sur le territoire, et puis la Fédération du bâtiment pour être vraiment en lien sur la question de la rénovation. Et puis aussi, on a vu aussi monter en puissance tous les syndics de copropriété sur la rénovation, les rénovations que nous avons menées. Donc, bien évidemment que la question de l'habitat, elle embarque, hein, plein de cœur de métier, et du coup la responsabilité de l'EPCI, c'est aussi d'accompagner, d'organiser, comme vous le disiez, tous ces champs qui sont autour de l'habitat, et là le rôle est central, en tout cas de l'EPCI. L'idée, c'est bien de créer une synergie locale, et ça c'est, me semble-t-il, le rôle de l'EPCI, hein, puisque
Nous avons bien connaissance de notre territoire et nous sommes aussi respectueux de l'identité de chacune des communes qui le constituent, quoi. Très bien, mais est-ce que il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce que on arrive à la fin de cet échange? On est vraiment désolé du changement de format qui nous a privé de l'image et du son des participants. Ça aurait donné un débat beaucoup plus animé. On essaiera d'être plus au point sur le côté technique la prochaine fois. Merci beaucoup à nos deux intervenants, nos trois intervenants, pardon, Nathalie. Merci Madame la vice-présidente. Merci beaucoup Bertrand. C'est quand même très riche et très intéressant. Merci aux participants. On voit bien que les questions et les interrogations se portent entre des intercommunalités. Je vois les intercommunalités qui étaient présentes parmi les participants, c'est des agglomérations de taille moyenne finalement qui sont engagées sur les politiques de l'habitat, qui souhaitent s'engager, mais qui, compte tenu du contexte actuel, se posent quand même beaucoup de questions. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, Madame la vice-présidente, hein. C'est vrai que les moyens ne sont pas au rendez-vous, mais c'est bien aux intercommunalités, c'est peut-être le moment pour le montrer. C'est à ce niveau-là que ça doit se passer et c'est elles qui doivent pouvoir se saisir des clés d'action, des clés de pilotage sur leur territoire. Je crois que Bertrand voudrait rajouter Oui, quelque chose. oui, je vois un message à laquelle j'ai une réponse de Monsieur Christophe qui parle d'Action Logement, justement, qui doit quitter le FNAP. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la signature d'une convention quinquennale entre Action Logement National et l'État. Et effectivement, cette convention prévoit un retrait pour moitié de ce que donnait Action Logement au FNAP cette année et un retrait total à partir de l'année prochaine. Et en fait, on a posé la question en CRHH plénier d'Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours et on nous a dit, enfin la préfète, Madame la préfète de région nous a répondu que qu'en fait, il n'y avait pas d'inquiétude sur les 2 prochaines années, puisqu'il y avait des reliquats de crédit Action Logement qui n'avaient pas été consommés, qui permettront de fait d'assurer le financement du FNAP, casquette Action Logement encore pour 2 années supplémentaires. Et après, pour le reste, ils sont en train de travailler justement pour voir comment réabonder le FNAP afin qu'il n'y ait pas de difficultés. Voilà. Et aussi, je tenais juste à préciser, puisqu'on parlait des moyens financiers, nous, on a eu quand même des alertes aussi de nos 4 bailleurs sociaux. On leur a demandé une petite note d'analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait de chiffres. Nous, clairement, vers le métropole, donc pilote de l'habitat, on a un budget pour les bailleurs sociaux, sur la rénovation, sur le neuf, sur environ, on va dire, 7 millions d'euros par an, ce qui est quand même assez conséquent. Et il faut savoir que la réduction du loyer de solidarité, la fameuse RLS, cette année, c'est presque 10 millions d'euros pour les organismes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est davantage que ce que nous, on donne en tant que pilote. C'est quand même assez marquant, je trouve, comme chiffre. Et aujourd'hui, les bailleurs ne tiennent que grâce à l'activité de la vente HLM. Voilà, c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à équilibrer les comptes. Et ça reste questionnant, quand même, ce contexte-là. Donc, ça pose aussi, au-delà de la future loi de décentralisation, ça pose la question des moyens. Est-ce que les opérateurs qui doivent faire ont les moyens de faire? Est-ce que les collectivités, au regard des ressources financières, de la fiscalité, auront les capacités de faire? Alors qu'on est en pleine crise du logement? Ça, c'est des questions essentielles et je pense que dans les futurs débats de la loi, c'est quelque chose qui doit remonter très fortement pour que demain, s'il y a crise du logement et s'il faut apporter des réponses, voilà, qu'au moins les opérateurs, les collectivités, ceux qui sont appelés à faire, aient les possibilités de… Voilà. Enfin, c'est juste ce petit message que je veux faire passer. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, eh bien, très bientôt. Alors, est-ce que tu peux peut-être annoncer, Géraldine, j'ai pas les dates sous les yeux, les 2 prochains webinaires que nous voulions vous proposer? Alors, le prochain se tiendra le 30 mai et portera sur le bail réel solidaire et les organismes de foncier solidaire. Et le suivant est en septembre. Je n'ai pas la date, je suis désolée. Je crois que c'est vers le 15 enfin, vers la mi-septembre.
encore, hein. Je regarde si je peux le retrouver rapidement. Et De donc, toute le façon, prochain est le 30 mai. Et donc, ils sont septembre, tous en ligne sur le site d'Intercommunalité de France. Merci, le 19 septembre, quelqu'un a été plus rapide sur le site. Donc, le prochain, c'est le 30 mai et ensuite le 19 septembre sur l'amélioration du parc privé, les politiques locales sur l'habitat privé. Donc, on reviendra sur des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui d'ailleurs. merci beaucoup, merci à tous, très bonne journée et donc Bonne à journée. très. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.